Bonjour Lise. Bonjour, On bonjour est Macha. devant la galerie de Lise Cormery. Et moi je connaissais, j'ai vu de la peinture en passant, mais j'avais envie de rencontrer, comment c'était son prénom déjà? Gilles. Gilles, voilà. Gilles Cormery. Et je sais que le lien entre ta galerie et ton frère, puisque Lise tu es son frère, tu étais en mesure de me parler de lui. Voilà, j'avais envie que quelqu'un me parle de lui. D'accord. Oui, avec plaisir. C'est pour ça que je suis venue. On va entrer D'accord. dans la galerie peut-être. D'accord, Hein? d'accord. Allez-y, Bienvenue, allez-y. bienvenue. Allez-y, Donc, entrez, Alors sur entrez. la photo qu'on vient de voir, c'est lui, hein. C'est Gilles, voilà. Ça, c'est Gilles. Ben, je crois que c'était important de le Dans voir les parce années qu'il a fait 70. beaucoup d'autoportraits, tu disais Voilà, très tôt tout à même. fait. D'ailleurs, on voit ici, on voit ici Ah oui, l'hostie, voilà. qui est une œuvre qui était typique de son travail, puisqu'il travaille sur des feuilles de 50 cm à 65 cm le plus souvent. C'était l'hostie, donc, qui est souvent un prophète ou le Messie, Oui. et qui est en même temps, comme on peut le constater, un autoportrait. D'accord. Et c'est vrai que ça nous introduit à son côté un peu mystique, mais un mysticisme large, ouvert. Tout à fait. Jamais sectaire, ouvert à tous les types de religions, d'esprits, y compris l'animisme, bien sûr. Et donc, Gilles, on le retrouvera peignant le prophète. Là, l'œuvre qu'on a C'est vue, une œuvre de jeunesse. ça, s'il avait 15 ans. Voilà. Je l'ai toujours eu, cette œuvre-là. Oui. Et Mais elle ça est a perdue. perduré. Ah, Elle est ça. perdue, celle-ci, parce qu'elle m'appartenait, mais je ne sais pas qui s'en est emparé. Et malheureusement, je ne sais plus où elle est. Je la D'accord, cherche. D'accord. Voilà. Mais ce mysticisme a perduré. Oui, Et a puisque... perduré avec justement un côté rabelaisien. Absolument. Alors c'est ça que j'ai envie de t'entendre dire parce que tu es sa sœur, tu as été très proche de lui. Oui. Je crois même que l'envie d'ouvrir une galerie, ça a été lié aussi à cet amour de la peinture. Bien et de ton sûr, frère. bien sûr, bien sûr, c'était pour mon frère. C'est-à-dire que nous avions l'idée d'avoir un endroit pour nous, pour montrer son art, puisque notre famille estimait que c'était un bon à rien et que j'étais aussi un bon à rien, donc nous étions d'accord. Nous étions d'accord pour le jour où nous serions libres. Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours vivre au jour le jour et ne pas attendre que le temps passe. De pouvoir montrer son art et qu'il puisse être protégé loin des problèmes du monde pour pouvoir peindre. Donc il a été heureux de cette ouverture de galerie. Oui, il était heureux, mais en même temps, sa vie, le retour en France après un séjour de plusieurs années dans un kibbutz où l'argent n'existait pas, Oui. a été un problème parce qu'il s'est retrouvé confronté aux problèmes matériels tout simples de la vie qui pour lui était incommensurable. Et il fallait, lui, ce qui l'intéressait, c'était l'esprit, peindre, la peinture, la lecture et l'écriture, parce qu'il a aussi beaucoup écrit. Et malheureusement, tout comme ses peintures, son écriture est perdue. Il a peint plusieurs milliers de peintures. Oui, justement, il y a un de ses amis de collège qui témoigne qu'il aimait justement que les choses ne soient pas faites pour durer. Ce qui l'intéressait, c'était le processus, le moment où c'était fait. Mais ensuite, il s'en désintéressait Oui. Au niveau des écrits, au niveau des petits portraits, des choses comme ça. Oui et non, c'est-à-dire que Oui. bien sûr, comme tous les artistes, il voulait que quelqu'un s'occupe de lui. Donc moi, normalement, j'étais là pour ça. Hein. Donc même tout petit, même s'il était plus grand que moi, je prenais soin de lui. Hein. C'est ce qu'on m'a dit toutefois. Bon. Donc l'idée, bien sûr, le rôle d'un artiste, c'est peindre, c'est sculpter, ce n'est Oui. pas de parler lui-même. Bien sûr. Et donc lui... Donc il aurait souhaité que toi, tu puisses être cette personne qui moi, garde. C'est ce que tu as fait d'ailleurs. Oui, bien sûr, moi ou d'autres. Oui. Et j'espère que d'autres ont gardé. Bien sûr. Et bien sûr. qu'on pourra se rencontrer et que l'on pourra petit à petit Oui. reconstituer l'œuvre. Mais justement, la question de la perte Oui. est quand même au centre de ce travail. Là, en ce moment, on verra plus tard, il y a une exposition qui lui rend hommage et qui reconnaît son œuvre et son travail de peintre. Mais on circule aussi autour d'une perte, parce qu'il y a beaucoup de tableaux qui ont été perdus. Voilà, c'est tout à fait vrai. Et en fait, l'exposition au Château de Tours, avec laquelle nous irons avec toi, Macha, et Raoul Sangla, c'est à la recherche de l'œuvre perdue.
pas l'œuvre au féminin, mais Oui. en français, malheureusement, souvent, le masculin l'emporte. Et Oui. quand c'est un univers qui est créé par un artiste, ça devient un œuvre. Donc, à Tours, nous sommes à la recherche de l'œuvre perdue dans une région où il a beaucoup travaillé. Et en parlant de perte, on a aussi des surprises. Là, je vois dans l'angle qui est en dos, c'est-à-dire qu'il peint, peut-être que la caméra y reviendra, mais il peint d'un côté, il peint de l'autre oui. aussi. Oui, alors là, c'est une caractéristique du travail de l'œuvre de Gilles. Oui, c'est pas un accident, c'est Pas du vraiment tout. une caractéristique d'un double. Comme Voilà, ça. tout à fait. Alors, on appelle ça des duos. Et je pourrais vous en montrer un qui est au sol, là, qui est en train d'être déballé, où souvent, on remarque que d'un côté, il y a ce que j'appellerais la peinture-peinture, c'est-à-dire c'est très peint d'un bout à l'autre de la toile ou du carton à bouteille ou du carton. Oui, d'ailleurs, là, on voit une trame, il a travaillé sur un support. Là, c'est les cartons à bouteille, Voilà. puisque bien souvent, il n'avait vraiment pas les moyens. Mais c'est le paradoxe, Bien sûr. même avec une sœur marchande de tableaux, soi-disant galeriste, si la famille a décidé que l'artiste n'avait pas le droit de créer, on se retrouve dans un, comme disait Degas, le peintre Degas, Oui. la famille, méfiez-vous de la famille. Oui, c'est sûr, la famille Donc, est toujours... En parlant des tableaux qui ont été perdus, je crois que tu as des photos de ces Oui, tableaux. oui, justement, je suis contente quand même parce que grâce à des amis, j'ai pu retrouver une photo touchante. Oui, c'est une photo. Oui, Voilà, de mon sans barbe. frère sans barbe, voilà. Puisque selon les périodes, il était avec une barbe ou sans barbe. Là, c'est dans les années 90, c'est après le retour en France, donc années 90 environ, je crois, je ne sais même pas, où il avait fait une exposition sauvage, comme Oui, on souvent, voit d'ailleurs son exposition Voilà. Ah oui, dans la rue. à Tours, 2 rue des Ballets. Redresse un peu. Voilà, merci. 2 rue des Ballets, que je ne connaissais pas. Et ce qui est triste, c'est que ces œuvres sont perdues. Les tableaux étaient à même le sol. Tout à fait. Gilles souvent disait « Oui, j'ai ma sœur qui est galeriste à Paris, elle m'expose. » Et tout le monde riait parce qu'on croyait que ce n'était pas vrai. Alors tous ces tableaux là Sont perdus. Sont Ceux-là perdus. sont perdus. Voilà. On peut tourner. Voilà. Ce sont des photos prises par Gilles ou des amis et qui montrent, c'était tout ça, des huiles sur toile magnifiques qui font environ 40 cm sur 50 cm, un peu plus, un peu moins. Qui vont peut-être ressurgir. Et nous l'espérons, notre but, moi, mon but c'est de finaliser le catalogue raisonné complet. Il y a un premier catalogue raisonné qui est donc un premier volume d'un catalogue raisonné qui est sorti à l'université et qui montre les œuvres de la palette rouge. Ah, la palette rouge. Ah, d'accord. Là, tu vois, c'est dans ce sens-là. Tu vois, regarde. Oui, Là, oui, c'est oui. un nu, c'est évident. Mais là, tu vois, c'est très bien. C'est un très beau tableau, ça. Dans l'autre sens, si tu veux, Macha, voilà, tu vas voir. C'est un tableau magnifique, celui-là Ah aussi. oui, dans l'autre Dans, voilà, dans ce sens-là, voilà. Oui. Ce sont des très belles huiles sur toile et j'espère qu'on les retrouvera. Et d'ailleurs, le maire de Tours et son équipe qui est formidable, parce qu'ils ont un lieu magnifique, vous le verrez au château de Tours, où ils font de remarquables expositions depuis l'an 2000. Nous espérons retrouver l'œuvre perdue petit à petit. Voilà, que des gens se manifestent. Alors ici, on a beaucoup... Je crois que c'est quelqu'un qui aimait les femmes. Il adorait les femmes Ça crève les et yeux. elle lui rendait bien. Et, Dès qu'il est né, entouré de femmes quand même. Vous étiez 3 sœurs autour? 3 sœurs Voilà. et notre mère, Voilà. qui était une C'était femme. le seul garçon de la fratrie. Le seul garçon qui Voilà. était, bien sûr, comme bien souvent dans les familles, chouchouté, Par adulé, les sœurs. exempté de corvées, etc. Donc, etc. on peut penser qu'il y a aussi cette nostalgie de l'enfance entourée de femmes. Ensuite, après, c'est la femme. Donc, Je ne sa sais présence. pas parce que peut-être, c'est une analyse intéressante, mais je dirais quand même que pour lui, l'enfance c'était l'enfer. Hein. Ah oui. Ce n'était pas. D'ailleurs, pendant une année, il n'a pas dit un mot pour protester contre ce monde d'adultes. Tu veux dire une année après avoir
déjà parlé. Oui, voilà. Il y a eu une année de mutisme. Absolument, total. Il avait quel âge? Il était Je enfant, ne quoi. sais, oui, c'était moins de 10 Oui. ans, c'est sûr, hein, Voilà. moins de 10 ans, hein, voilà. Et donc il a été séparé, comme je l'avais dit, nous avons été séparés très très tôt, moi, toute nourrisson, de nos parents, et nous avons été élevés dans la banlieue parisienne, à Argenteuil, et par la mère de notre père. D'accord. Voilà. Côté paternel. Voilà, et nous étions tous les deux, et d'ailleurs c'est Vous étiez touchant. tous les deux. Ah, Il y heureusement avait avec pas mon des frère. autres sœurs. Ah non, du tout. D'accord. Et avec, c'est touchant parce que j'avais peu de choses étant donné que j'ai pas mal voyagé, mais j'ai quand même retrouvé une petite carte postale touchante où l'on voit l'écriture d'enfants, 5-6 D'accord. ans, qui envoie un petit mot à sa mère pour dire qu'il espère la voir bientôt. Voilà. Donc vous êtes bien la personne qui peut nous parler de lui, parce que dès l'enfance, ce lien a été très fort. Sans Entre vous doute, deux. sans doute, même si bien sûr il y a toujours des liens familiaux qui sont forts. Mais avec Gilles, on avait cette même passion justement de la passion mystique et érotique aussi, car je Oui. n'ai jamais compris, même dans ma petite galerie que j'ai depuis 27 ans, j'ai fait pas mal d'expositions d'art érotique et je n'ai jamais compris cette attitude bizarre envers l'érotisme à partir du moment où il est mis sur une toile ou sur un... Oui. J'ai jamais compris ça. Oui. C'est très typique de la France. Nous n'avons Oui. pas ça en Amérique du Sud ou dans d'autres pays. Et Gilles, lui, comme il disait, j'allais même utiliser des mots plus forts parce qu'il avait un franc-parler bien rabelaisien, Oui. mais il s'en foutait royalement Oui, de donc toutes il y a ces... ce côté mystique et ce côté Voilà. érotique qui cohabitent avec, Bien sûr. avec harmonie même. Au Mais contraire. complètement, mais d'ailleurs dans la tradition hindouiste, il y a bien sûr une mystique érotique. Oui. Mais là, c'était même pas le problème. Le monde de Gilles, il est aussi, vous voyez là, ce sont les effarouchés Les qu'on effarouchés, regarde oui, ici. Elle se protège, Voilà, elle se cache. voilà. Mais en même temps, vous l'avez remarqué, les peintures de Gilles, là on le voit moins dans la palette rouge, mais on le verra à gauche des effarouchés, habités par des fées, des lutins. L'esprit est toujours présent, toujours. Parce que même ce lieu représente, on le voit aussi, je dirais pas des bocages, mais de la verdure, une forêt. Oui, hein. oui. Là, c'est les lutins qu'on voit ici. Et ils voyaient l'esprit partout. J'adhère complètement à cette idée, hein, que l'esprit, le monde n'est pas vide d'esprit. Et que même s'il montre une magnifique croupe, comme dans celle qu'on verra ici, bien sûr. la courbe de ses reins, donc il ne voyait rien de mal et au corps, à la chair, à l'érotisme, même à la pornographie, ça l'amusait. Oui, oui. D'ailleurs, il y en a un, il y a un petit dessin qui est mis là à gauche, qui n'est même pas installé, qui est très drôle, Prends-le, s'il te plaît. qui s'appelle Les démons. Et je suis oui. contente parce qu'il y a la belle écriture de Gilles, et où il mettait des scènes de copulation, mais que je trouve tout à fait formidable. Bien, la ligne est magnifique, c'est bien dessiné, et j'aime beaucoup. Oui, oui. Alors naturellement, ça ne plaisait pas toujours à la famille, qui pourtant ne s'est jamais gênée pour les bagnauderies, je ne sais pas comment dire. Donc là, si vous voulez, ça... Ce tableau témoigne d'un chantier, j'allais dire, le chantier de Voilà, Tours. voilà. Et en même temps, il témoigne d'une autre façon d'investir la toile. C'est-à-dire, Voilà. on a l'impression que la couleur nous envahit et qu'on perd le sujet, mais plus on y rentre, plus on retrouve le sujet. Hein, C'est le songe. C'est le songe, et en effet, l'œil est souvent attiré par je dirais les détails ou les personnages secondaires. Et en fait, le personnage principal, c'est cette tête jaune. Voilà, le songe. Le songe. Mais en effet, on peut voir des corps, un grand corps rose à gauche, des petits corps. Il a une touche qui balaie la toile. Hein. Souvent, sa touche est en mouvement, très en mouvement. Hein. Oui, il peignait dans la fulgurance. Hein. À part, j'étais même surprise, malheureusement, là aussi, beaucoup de dessins sont perdus. Mais il avait, comme disait Philippe Ronce dans ce joli Oui. texte, Oui. dans son catalogue, il passait son temps à dessiner Oui. avec profusion, avec fulgurance. Voilà. On a l'impression justement de le voir se précipiter. C'est ça qui est touchant dans la peinture, c'est de revoir le geste et la présence. Moi, je suis venue le chercher ici,
Mais on le sent dans la toile qu'il est... c'est lui, il respire, quoi. Il respire, c'est sa façon de vivre. Oui, et Même puis si ça les véritables artistes, parce que j'ai eu la chance, cette galerie en fait a été une grande chance pour moi, parce que c'est ce que j'appelle, j'ai un ami que j'admire vraiment, qui s'appelle Yves Coppens, le professeur Yves Coppens, qui est un grand anthropologue et qui lui a des chantiers de fouilles sur les mammouths, sur la préhistoire. Et je lui disais souvent en riant, moi mon chantier de fouilles c'est ici. C'est-à-dire qu'ici, j'ai pu mettre en pratique, voir à l'œuvre beaucoup d'artistes. J'ai organisé peut-être plus de 300 expositions et ça m'a permis de découvrir des univers très divers. Et donc Gilles, lui, il avait... mais comme c'était mon frère, je ne m'en rendais pas compte. C'était tellement proche, si vous voulez, hein, de moi. Hein. Donc vous parliez de sa peinture. Vous voyez, ça c'est un duo. Ça veut dire quoi un duo? C'est que vous voyez, c'est ce que j'appelle la peinture-peinture, avec le songe. Vous pouvez le tourner? Et si on le retourne, on découvre une baguenauderie. J'appelle ça une baguenauderie. C'est ce qu'on appelle les rabelaisiennes, qui est en fait très très belle au point de vue ligne. Et là, je suis très contente parce que, alors cette œuvre a été jetée par ma famille, complètement jetée. Vous voyez, il y a même une petite araignée qui se promène là. Et donc, j'aime beaucoup parce que là... le commentaire, Hélène était gourmande. Voilà, elle était gourmande, voilà. Hélène était gourmande. Hélène était gourmande et effectivement, c'est bon, quand on regarde dans les détails, c'est très cru. C'est très cru et en même temps, très joli. Ça ne saute pas aux yeux. Non, c'est très très joli, très joli. Voilà. Moi, je la trouve très belle et en plus, on remarquera, bon, il y a 2 fellations, mais pourquoi pas? Ça, c'est le rêve de tous ces messieurs. Oui. Et donc, et c'est pour ça j'ai observé une chose intéressante, c'est que Gilles est extrêmement prisé d'hommes, de collectionneurs hommes de plus de 40 ans. Ah. Et en même temps, non, je dis une bêtise, de moins, je dirais, de 50 ans souvent. Oui. Parce que sa peinture, c'est la peinture d'une génération en fait. On le voit d'ailleurs avec Internet, etc. Oui. Le sexe, même s'il est toujours tabou en France, est quand même plus ouvert au niveau de l'image sur Internet. Comme tu dis, une époque, c'est-à-dire, je ne sais pas quelle date, mais il a vécu 68. Il est né en 50. Oui. Donc il avait 18 ans en 68. Et c'est une période quand même où les couleurs éclatent, où une liberté sexuelle aussi s'exprime. Sans effectivement tout à fait. Sans repentir, j'allais dire. Tout à fait. Et Gilles, en plus, à l'âge de 16 ans, a été embarqué, entre guillemets, par ma sœur aînée, dans une communauté qui, pour certains, était considérée comme très sectaire, oui. Pour d'autres, était considérée comme une émanation de la police en Touraine, qui essayait dans les années 68 de contourner et de récupérer les jeunes qui voulaient devenir des révolutionnaires. Donc, une infiltration exactement. Des révolutionnaires de 68, entre guillemets. Voilà, donc selon les témoignages que j'ai eus, moi j'ai eu la grande chance de ne pas être embarquée sur ce radeau, sur cette galère. Malheureusement, lui, il a été embarqué à l'âge de 16 ans. Ça l'a profondément marqué. Certains disant bien, d'autres témoignages me disent, notamment sa compagne de vie, une femme avec laquelle il a vécu très très longtemps, plusieurs années, qu'il en a fait des cauchemars toute sa vie, hein, il était terrorisé. Et sans doute dans cette secte, il y avait aussi ce côté de libération sexuelle. Tout à fait, c'était la règle du jeu. Qui venait cautionner... Voilà, c'était la règle du jeu, c'est-à-dire que, entre guillemets, les partouzes, la sexualité ouverte, c'était une façon, n'oublions pas 68, on avait quand même, les jeunes venaient quand même de familles très étriquées dans l'esprit sexuellement, et c'était leur offrir la liberté. Oui, voilà. Oui. Et donc, bien sûr, ce jeune garçon était tellement heureux de pouvoir se dire qu'il avait peut-être une chance dans ce domaine, et aussi cette communauté prétendait être maison d'édition. En fait, c'est une maison d'édition à compte d'auteur, et il rêvait que l'on édite ses écrits. Oui, il y a ce rêve d'après-guerre, sur le plan économique, une relance économique, mais il y a ce rêve de créer
de vivre, de créer, de se libérer sexuellement, de se libérer dans la création, d'éditer. Voilà. Et là, c'est venu se matérialiser dans cette adhésion à la secte, mais... Qui est devenu une prison après, oui, parce qu'il mais n'a pas après, été édité. Toute sa vie, il a essayé quand même de garder cet esprit-là. Tout à fait. Et le kibbutz alors? Alors, le kibbutz, c'est très important. En fait, je suis à l'origine de cela. Hein. C'est-à-dire, moi, j'ai eu la chance de fuir, de partir à l'étranger. Et lorsque je suis revenue d'un long séjour aux États-Unis, je crois que c'était entre 2 séjours, je suis allée voir mon frère qui, à l'époque, travaillait comme serveur chez mon père et qui était, comme toujours, très très malheureux de sa condition. Parce que lui, donc, quitte à me répéter, c'était la lecture, l'écriture, la peinture, et mon père estimait que seuls les bons ariens pouvaient faire ce genre de choses. Et même une sœur pourtant de la même génération que mon frère estimait qu'il ne savait pas peindre, qu'il avait intérêt à aller à Florence apprendre à peindre. Donc il n'y avait absolument aucune considération. Oui. Bon. Et il était tellement malheureux que j'ai réfléchi avec lui et je lui ai dit, écoute, à mon avis, le seul endroit au monde où l'argent n'existe pas, parce qu'en fait, le gros problème de Gilles, c'était... Et souvent de notre société, c'est l'argent. J'ai écrit un petit livre où on voyait Derain, le peintre Derain, qui, bien sûr, sa famille ne voulait pas qu'il soit peintre. Et lorsque le père a vu que son fils avait gagné beaucoup d'argent grâce à son exposition, tout d'un coup, le père a adhéré à la peinture du fils. Il a dit, mais continue, mon chéri. Le problème de Gilles, c'est que sa peinture ne se vendait pas et qu'il n'en avait rien à faire en plus. C'était un autre problème. Donc, et que moi j'étais un peu dans ce schéma que le but c'était de suivre sa passion et que c'était pas de suivre le pognon. Excusez-moi, mais c'est vraiment ça. Et Gilles, ça a toujours été ça. Et c'est vrai, ne jetons pas la pierre à la famille, c'est qu'elle s'inquiétait de nos devenirs, mais surtout du devenir de Gilles. Donc bref, je lui ai dit, écoute, le seul endroit au monde où l'argent n'est plus un problème, ce sont les kibbutz. Ils reçoivent des jeunes du monde entier, tu pourras avoir de quoi manger, de quoi boire, et ce sont des endroits où tu auras un petit travail, mais tu pourras avoir ta chambre, ton toit, et par ailleurs tu seras entouré de gens qui ne verront que du bien dans le fait que tu écris des pièces de théâtre, que tu fais de la poésie, que tu fais de la peinture. Ils seront contents d'avoir quelqu'un comme toi, alors qu'ici... On te méprise parce que le moteur principal dans notre société, c'est l'argent. Et en fait, il a trouvé sa place aussi. Et il est parti, donc il est parti. Parce que c'est un peu idéalisé quand même, cette fusion. Alors c'était idéalisé aussi parce que... Mais en même temps, il a été très heureux. Alors j'ai eu la chance, heureusement, de garder des lettres de ces kibbutz. Il était très heureux bien sûr parce qu'il y avait une liberté sexuelle extraordinaire avec des filles du monde entier, donc il était très très heureux. Il avait, comme il le disait, notamment dans un kibbutz qui, je crois, s'appelle Sarid, il disait, c'est formidable, j'ai ma chambre pleine de peinture, on vient me voir, on vient voir mes expositions, et j'échange mes peintures contre de la peinture, pour faire de nouvelles peintures, contre des cigarettes, et ainsi de suite. Donc il a passé quand même 3-4 ans en Israël. Et puis... Et il ne nous reste pas d'œuvre de cette période. Alors, il y a un jeune homme merveilleux que j'ai rencontré là, par la magie d'Internet, parce que je cherchais à rencontrer quelqu'un dans un de ces kibbutz, qui s'est attaché à Gilles et qui depuis cherche. D'accord. Il cherche. Et qui se souvient? Non, parce qu'il est beaucoup trop jeune, il a 28 ans. D'accord, mais l'histoire l'intéresse. Voilà. Oui. Et comme ce sont quand même des milieux très très ouverts, il fait son travail d'enquête, comme moi je le fais en France. Lui, il le fait là-bas. Et ce qui est merveilleux, c'est que le principe des volontaires internationaux, c'est qu'ils viennent passer quelques mois, quelques années, et après ils repartent. Et le problème de Gilles, c'est qu'au bout d'un moment, les volontaires internationaux ne peuvent plus rester. Oui. Donc, voilà. Et donc, Gilles, à un moment donné, s'est retrouvé coincé. Il a fait en fait 3 kibbutz. Et à un moment donné, j'ai été obligée de le rapatrier. Et j'ai eu malheureusement cette tâche-là à faire parce qu'il n'avait plus de moyens de survie. Il n'arrivait pas non plus à s'adapter à la société israélienne.
qui est très organisée, avec, comme nos sociétés, très occidentales. Et malheureusement, j'ai dû le faire rapatrier il a demandé son rapatriement et je l'ai fait rapatrier par le consulat. On a l'impression, moi qui suis venue le chercher ici, on a l'impression d'un jeu de piste. C'est-à-dire qu'il y a plein de lieux comme ça. Alors je voulais simplement, pour elle aller très gourmande, je voulais simplement préciser une chose que je trouve quand même pas négligeable, c'est que vous voyez, il y a les colombes. Oui. Il y a les colombes. Les oiseaux, c'est à la fois le symbole du sexe, à la fois c'est la paix, c'est l'envolée, Voilà. Donc c'est pour ça que je tenais à le mettre ici. Voilà. Alors là, c'est un joli tableau aussi là qu'on a derrière. Alors ça, c'est la palette rouge qu'on a mis dans cette salle, parce que le catalogue raisonné de Gilles, en fait, Gilles, c'était le dompteur des couleurs. C'est le dompteur des couleurs. Oui, c'est beau ça. Voilà, je l'appelle le dompteur des couleurs. Celles-ci sont des œuvres très simples. Il a fait beaucoup, Gilles. Ça me fait penser à un peintre que j'ai beaucoup exposé qui s'appelle José Sioa. Et il faisait de magnifiques peintures derrière le verre. Et pour se reposer, il faisait des aquarelles avec beaucoup de blanc, mais des aquarelles magnifiques. Et Gilles, en fait, ces peintures que vous voyez là, c'est plus des espèces de repos comparées à ces œuvres-là plus... On verra à Tours. Voilà, qui sont ici, plus chargées. On est dans le repos par rapport à Tours. Dans cette palette rouge, oui et non, parce que ça fait partie de la palette rouge aussi. Oui. Et à Tours, vous verrez, parce que ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est le directeur du château de Tours qui s'appelle Monsieur Favreau. Oui. Et c'est formidable parce qu'il a pioché dans les œuvres et c'est lui-même qui a fait l'accrochage. Et j'étais très contente parce qu'il a un regard très différent du mien. Mais finalement, cette idée de palette rouge, de palette de différentes couleurs, c'est une idée, c'est pas Gilles. Oui, c'est-à-dire que, comment dire, dans les palettes, on retrouve une chronologie. Oui. Mais je n'ai pas voulu, là aussi, me rendre esclave de la chronologie en montrant la croûte du début pour arriver à la dernière toile qui est censée être la meilleure, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Donc c'est un parti pris de classement et de repère dans l'œuvre. Voilà, parce que là aussi, comme je disais tout à l'heure, mon champ de fouille m'a permis de travailler avec beaucoup d'artistes et certains qui sont aussi de niveau musée merveilleux. Et donc, ça m'a permis d'apprendre. Et Gilles étant le dompteur de couleurs, j'ai préféré prendre le parti de la couleur. D'accord. Donc tu as parlé aussi souvent qu'il n'avait pas de moyens de vivre, qu'il était malheureux là quand il est revenu d'Israël. Mais je crois que c'était aussi quelqu'un de joyeux. Très. Alors, c'est pour ça que parfois, je l'ai qualifié de rabelaisien. Oui. Ça fait un rapport, bien sûr, avec la Touraine de Rabelais. Mais il avait cet esprit rabelaisien qui était aussi une façon, quand on est dans le désespoir, il ne pleurait pas. Il pleurait intérieurement, mais au contraire, il riait, il faisait rire. C'est une version. Voilà, toujours. Et en plus, c'est vrai, ce que tu dis, Macha, c'est qu'il avait aussi un humour très rabelaisien, que j'ai retrouvé d'ailleurs en Touraine. Quand je vais en Touraine, je retrouve ça. C'est ce que j'aime dans la Touraine. Il y a quand même... Tu n'as pas un petit exemple d'humour si, on pourra les retrouver dans les catalogues, parce qu'en plus, vous voyez par exemple, là, celui qu'on a vu avec les gourmandes. Oui, bien. Oui, c'est de l'humour. Voilà. Et même, il y a beaucoup d'œuvres où il a heureusement écrit lui-même les légendes. Oui. Même là, le petit démon qu'on a vu tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'Hélène et les gourmands, c'est le type d'humour à plaisir. Voilà. Et il y a des œuvres comme ça où il parle de la veillée chez les Brontë, voyez, donc il détourne des romans aussi pour dire que n'oublions pas que la vie reprend sa force, même quand les romans nous font oublier ça. Alors justement, tu parles de romans, je crois qu'on avait un écrit, c'est bien de voir son écriture aussi. Ça, l'écriture c'est son écriture. C'est son écriture parce que moi, c'est un poème. Est très belle. Alors, il y en a très peu de poèmes, hein, dis-nous. Il y a énormément de poèmes, mais malheureusement, le temps je suis aussi à la recherche de ces poèmes perdus. Alors, ce poème, il est touchant parce qu'il parle... C'est toi, hein, le poème. Je pense, oui, c'est un petit poème d'enfance. C'est Lise, en tout cas. Oui, c'est un petit poème d'enfance. Puisque là aussi, il écrivait ses poèmes vraiment
à profusion à partir de 13 ans, 14 ans. Et d'ailleurs, Philippe Ronce en est témoin, son ami d'enfance. C'est ce que tu disais tout à l'heure, le mot respiration est tout à fait juste. Parce que souvent, on parle d'obsession en peinture. Moi, je ne suis pas d'accord avec le terme obsession. C'est une respiration. Oui, et si on ne le laisse pas respirer, il meurt. Oui. Et Gilles était typique. Les grands artistes que j'ai eu la chance de connaître, ils m'ont fait comprendre ça. J'en ai pas, malheureusement, sur les 300 que j'ai exposés, je ne peux pas dire qu'il y a eu beaucoup de grands, mais il y en a eu 3 qui sont vraiment des grands, et c'est vraiment leur respiration. Et donc Gilles est mort à 49 ans. Alors il est mort, je dis souvent, et c'était le plus intelligent de la famille parce qu'il est mort avant d'être vieux. Il est mort à 49. Il a toujours été plus intelligent que nous. C'est pour nous ça. Et donc il est mort, bah oui pour moi aussi. Hein. Et donc il est mort avant d'être vieux. Et avant que le siècle, tu tenais à dire que c'est le peintre de la seconde moitié du XXe siècle. Tout à fait. Et comme disait très justement, comme soulignait très justement Raoul Sangla, il a vécu tous les maux de cette fin de siècle. Hein. Tous. Oui, qui ne sont pas les mêmes mots violents de la première moitié du siècle, avec les guerres, etc., mais beaucoup plus sournois, personnels, intimes, des mots intimes. Tout aussi violents, parce que quand on est, quand il y a une guerre, c'est paradoxal ce que je vais dire, quand il y a une guerre, nous sommes tous pris dans la tourmente. Mais lorsqu'on a une société à 2 vitesses, où vous avez ce que j'ai appelé, et j'ai même écrit un petit texte à ce sujet, que j'ai appelé les 30 glorieuses pas glorieuses. Hein. Parce qu'en fait, mon frère, il a vécu les 30 glorieuses pas glorieuses. Et je connais plein de gens qui ont vécu ça bien sûr. Dans la pauvreté. Oui, alors certains ont été récupérés, ils sont devenus soi-disant éducateurs sans avoir été eux-mêmes éduqués, ils sont devenus animateurs sans même eux-mêmes savoir animer, mais bon, ils ont été récupérés par la société comme ça, quoi, par certains systèmes. Mais Gilles fait partie de ces gens qui auraient pu être récupérés par... moi j'ai eu la grande chance, et je le remercie, de rencontrer un monsieur qui s'appelle Christian Favreau, qui dirige donc le château de Tours, qui est formidable, c'est un monsieur qui est fonctionnaire, et il a, comment dire, su ouvrir ce beau lieu où on a quand même montré Calder, Miro, Buren. Ce beau lieu, il a juste vu quelques 20 photos de Gilles. Il a vu le peintre dessus. Et il a tout de suite adhéré. Il a dit ça c'est de la peinture, je vais me battre pour pouvoir le montrer, convaincre la mairie de le montrer. Donc il aurait, bien sûr, Gilles a eu la chance de rencontrer des gens formidables. Heureusement, il n'a pas fait que des mauvaises rencontres. Il a fait des mauvaises rencontres, malheureusement, qui l'ont beaucoup marqué. Mais il a rencontré des femmes formidables qui l'ont aidé. Sur ces mots de la fin du XXe siècle, tu évoquais à un moment donné, c'est le moment où la psychiatrie, par exemple, s'ouvre. Et paradoxalement, elle s'ouvre, c'est-à-dire qu'on crée des lieux ouverts. Et du coup, finalement, lui, il a été un petit peu piégé par ces lieux ouverts, parce qu'il s'y est retrouvé dans un lieu ouvert, étant donné ses difficultés ou fermé parfois pour vivre. Et donc, du coup, il a vécu aussi ça. Voilà, ces paradoxes de la fin du XXe siècle où l'intime est touché dans la solitude. Comme tu dis, pendant la guerre, on est tous contre un ennemi, on se retrouve, il y a cette fraternité. Exactement. Il y a cette fraternité, tandis que si on vit un divorce, on est seul, si on vit un enfermement, on est seul, on vit la pauvreté, on est un peu seul. Exactement. C'était quand même le drame de... C'est ça, et tu as dit le mot juste, fraternité. Oui, c'est-à-dire que Gilles était encore dans ces valeurs qu'on nous assène à tour de bras, mais qui sont bien perdues. Il était, ce qu'il fallait, c'était la fratrie, justement, la fraternité, l'amitié, s'accepter avec tous nos défauts et vivre ensemble. Voilà. Et donc, heureusement, il a eu la chance d'être accueilli par des femmes qui l'ont profondément aimé, mais qui avaient elles aussi leurs limites, parce que c'était un artiste avec pas forcément les qualités, mais aussi les difficultés.
Oui, ça, j'ai pas abordé le rapport intime aux femmes parce que. Non, mais il Voilà. s'adorait Voilà. sur des histoires de passion. Voilà, il a eu plusieurs histoires. Plein Voilà. d'histoires. Et comme dit très justement Raoul Sangla, Gilles, c'était la passion. C'était la passion religieuse, la passion érotique, pornographique, la passion physique, la passion, la vie. Oui. C'était la vie. Et il ne voulait que la vie. Et souvent, il me disait, mais vos histoires d'argent, je m'en tape. Oui, Moi, oui, je suis dans la vie. Voilà, oui. Et il a fait jusqu'au bout d'ailleurs. Mais on parlait tout à l'heure de l'hôpital ouvert. Vous savez, les histoires de vie sont liées, qu'on le veuille ou non, à l'histoire de la peinture. Et en fait, dans notre famille, notre père a été un des premiers directeurs, je crois, de France, d'un hôpital ouvert à Oui. Tours, rue Origé, sauf erreur de ma part. Et donc, lorsque Gilles est revenu d'Israël, où en fait il n'est pas devenu fou, ce n'est pas Oui. vrai, certains racontent ça, c'est pas vrai, il a eu en effet une crise mystique dans le désert comme beaucoup de gens mystiques, et à Jérusalem comme beaucoup de gens mystiques. Lorsqu'il est revenu, je l'ai abrité chez moi, il était parfaitement sain. Mais bien sûr, c'était plus facile de le mettre à l'abri, entre guillemets, Oui. dans des structures hospitalières et avec cotorep à la clé, c'est-à-dire de l'argent qui rentre tous les Bien mois. sûr, bien. Donc là aussi, le bourreau Oui, est devenu c'était pas un victime. diagnostic, c'était un diagnostic social finalement. Voilà, exactement. Donc le bourreau, notre père, a agi sur la victime, qui était mon frère, et puis à des moments donnés, c'était mon frère qui devenait le bourreau et mon père la victime. Donc ils sont Oui. restés comme ça dans une lutte à mort, Oui. en utilisant, comme tu le dis très justement, Macha, c'est l'hôpital ouvert a été un système qu'on a pensé valable, où il a aussi souffert de la camisole chimique. Oui. Mais son armure, ça a été la peinture. Et ça a été ça. Il a pu, malgré Oui. ce qu'on voulait lui faire vivre, il a lutté, il a Oui. su jusqu'au bout peindre. Et tu as raison, nous avons, naturellement, étant élevés comme des bons petits catholiques, tu en auras ton père et ta mère, on restait dans le respect. Et à l'aube de l'an 2000 qui arrivait, je lui ai dit, écoute, ça suffit maintenant, on est vieux, hein, nous sommes des vieux croutons, maintenant ça suffit, on va quand même dire à notre famille, on fait ce qu'on veut, et tu seras celui qui va ouvrir le 21e siècle. Puisque, avec ma petite galerie, quand même, j'avais déjà 15 ans d'existence, et dans notre vieille France, une galerie n'est reconnue que si elle a au moins 10 ans d'existence, ou si elle est la fille du père ou la fille de la Bien mère. sûr. N'étant pas héritière, j'avais quand même droit à une petite chance parce que j'avais 15 ans d'existence. Donc j'ai dit, voilà. Mais, c'est pas parce que je suis ta frangine que tu vas pas travailler. Donc tu me prépares une belle expo. Voilà, tu avais prévu une belle expo. Voilà. Oui. Donc il avait préparé quelque chose. Pour ouvrir l'an 2000. Mais Voilà, il a pour pas ouvrir l'an passé. 2000. Et c'est là aussi l'histoire de vie, une tragédie aussi quelque part, une tragédie à la grecque ou à la française, comme vous voulez. Et il est mort quelques semaines avant que le 21e siècle arrive. Mais le plus triste, pour Gilles, c'est pas tellement la mort, parce que Gilles n'avait pas peur de la mort, il croyait profondément en l'esprit ou en Dieu. Oui. C'est pas ça, c'est que malheureusement, mon père, ne sachant pas qu'il avait été assassiné par sa dernière muse, a refusé que je prenne les œuvres qui étaient dans son atelier. Il m'a interdit la porte de l'atelier. Et seule ma sœur aînée et mon père ont pu y accéder. Est-ce que mon père l'a fait pour me protéger? Peut-être. Il m'a interdit de prendre le chat, qui était son Oui. compagnon, que je voulais recueillir. Il m'a interdit de prendre les Oui, belles ça portes. c'est le rapport difficile avec le père. Et la peinture, parce Et que la mon père était un peinture, grand oui. dessinateur Oui. classique. Et donc, bref, Ah, ton malheureusement, père était un dessinateur un grand dessinateur classique. Ça, oui, ça je savais Il faisait pas. D'accord. il D'où faisait finalement cette lutte. cette lutte, cette difficulté. Voilà. À la fois, il a hérité du désir de dessiner, le désir du père, Voilà. mais c'est une autre forme de peinture. Et là, Voilà. Donc, ma sœur aînée, comme une de mes sœurs aînées, tout comme mon père, n'acceptait pas que mon frère peigne comme un expressionniste, comme un fauve. oui. D'ailleurs, l'exposition le qualifie de fauve.
Oui, parce que moi je n'aime pas cette histoire d'école, mais beaucoup Oui. de spécialistes, lorsqu'ils viennent voir sa peinture, disent « Ah, c'est un fauve » ou alors « Ah, c'est un expressionniste ». En effet, c'est un fauve, mais du 21e siècle. C'est la raison pour laquelle les gens de moins de 50 ans adorent sa peinture, parce qu'ils se reconnaissent dans son univers. Oui. Et donc, pour en revenir à l'exposition du 20e siècle, nous la cherchons. J'ai pu récupérer que 3 œuvres, et toutes les œuvres qui étaient préparées pour l'exposition de Gilles Cormery pour inaugurer notre 21e siècle, elles ont disparu. Alors, on est à la recherche de cette œuvre disparue, et Raoul Sangla, Macha, le château de Tours, tout le monde nous aide pour essayer de retrouver ces œuvres. Et il y a ce charmant jeune homme qui s'appelle Guy Sahar, qui vit lui aussi dans un kibbutz, qui fait le tour des kibbutz maintenant, et qui essaie de trouver ça. Et on essaie donc de les retrouver à Paris, parce qu'il a pas mal vécu à Paris, en Touraine, plus largement. Parce que l'exposition va éveiller des souvenirs. Voilà. Et dans le monde entier, parce que tous les volontaires internationaux sont repartis chez eux avec des œuvres. Donc il y aura un second temps plus tard, quand on aura retrouvé. À Tours. Alors là, on est devant ce fameux tableau. Mais on a vu avec toi, Macha, et toi, Raoul Sangla, on a vu ces photos où on voyait Gilles attendant dans la rue lors d'une exposition sauvage qui était en fait... rue du Ballet. Exactement. Rue des Ballets. Rue des Ballets. Et en fait, il s'agit d'une rue à Tours. Et bien évidemment, malgré ces merveilles que Raoul a bien voulu nous montrer, ces huiles sur toile magnifiques perdues aujourd'hui, exposées, il n'a bien sûr rien vendu. Et on voyait aussi dans la rue ces piles de peintures aquarellées qui mettaient à même le sol, qui ne trouvaient pas preneur non plus. Donc bien sûr, de rage, de retour à l'atelier, il a brûlé cette toile. Voilà, il a brûlé parce qu'en fait, il a appelé 2 rues des Ballets, parce que ça veut dire aussi du ballet l'artiste, hein, c'est ça. Du ballet, c'était une belle coïncidence. Oui, tout à fait. Exactement. Oui. Et ça, c'est typique de Gilles. Et il a raison, parce que c'était vraiment du ballet l'artiste toute sa vie, quoi. Donc c'est important qu'on s'y arrête, parce qu'on la verra pas à Tours. Elle est ici. Elle est chez Philippe Lawson. Parce que c'était un peu provocateur de la mettre à Tours. Un petit peu. Oui, en fait, oui, c'est bizarre parce qu'en même temps, à Tours, il voulait aussi mettre la porte de l'enfer sur terre et la porte du paradis, qui sont des portes qui posent beaucoup de questions sur le devenir de l'œuvre de Gilles. Et parce qu'en fait, ces portes, c'était les portes de l'armoire de Gilles, c'était l'armoire de sa vie. Il rangeait ses affaires, c'était son meuble principal dans son atelier et dans son petit studio dans lequel il vivait avec son chat, et où il invitait force copains. Et en fait, c'est symbolique. Voilà, c'est symbolique parce que c'était les portes qui appartenaient à sa grand-mère, à notre grand-mère paternelle, qui nous a donc élevés pendant plusieurs années quand nous étions petits. Et il avait pour coutume de les peindre. Et ça, en fait, ce sont les dernières peintures, parce qu'en fait, en dessous, il y a d'autres peintures. Il y en a d'autres? Oui, c'est que régulièrement, il les peignait. Moi, j'ai vu avant celle-ci, j'ai vu des nus. Mais celle-ci, c'est les dernières, on va dire, c'est la porte de l'enfer sur terre. Donc là, on a les couleurs de l'enfer. Voilà. Là, et ça, c'est la porte du paradis. On est dans la douceur de la femme, et ici, on est dans la porte de l'enfer. Voilà, c'est l'enfer sur terre, et là, c'est la porte du paradis. Voilà. Parce que ça ne le dérangeait pas de partir. Hein. Lui, l'essentiel, c'était de vivre ce qu'on a à vivre. Donc, et puis de partir. On a quand même un visage deux visages. Deux visages de l'enfer, ou de ce qui peut être l'enfer. Mais pour lui, ce n'est pas l'enfer là-haut, c'est l'enfer ici-bas. Oui. Et donc, ces portes, je les ai demandées dès sa mort, et elles m'ont été refusées. Elles ont été soi-disant données à une cousine germaine de notre père. Et j'ai fini par les retrouver. Voilà. J'ai fini par les retrouver il y a 1 an, et je suis bien contente. Comme quoi la peinture fait son chemin toute seule. Absolument. Et juste avant qu'elle ne soit poncée.
Bon. Pour ranger des outils dedans. La peinture se défense. Il y a une force. Mais oui, il y a une force souterraine qui fait que la peinture. Il y avait notre amie qu'on adorait, qui avait une galerie dans le quartier, d'ailleurs le quartier latin, qui s'appelait Lia Grandbiller, qui était une femme formidable. Et elle avait une jolie phrase. Elle disait « Lise, n'oublie pas, l'art se venge ». Dans le mi-temps des lits, l'amour était en ombre. Les amants, beaux parleurs, ouvragés secrets, calamiteux persifleurs de beaux sentiments. Dans l'ombre, colombes et angelots dorment d'un sommeil sans faute. Imaginez, imaginez, terriens, campés sur leurs ergots, les barbares attendent le moindre de vos troubles, cruels, captifs de leur folie savante. Prenez garde, petits hommes, faiseurs d'utopies songeuses, créateurs émérites fous de force vitale. Les fauves sont à l'affût, venus du fond de leur caverne, leur hargne entre les dents. Je me permets de te demander, c'est lui qui met les titres au tableau? Oui, le plus souvent, et parfois c'était aussi moi. Voilà. Mais c'est D'accord. surtout Gilles qui en Oui, plus avait... parce qu'à chaque fois dans le titre, on a quelque chose de plus quoi, que la peinture, et en même temps, donc à la fois flamboyant et en même temps une grande immédiateté, simplicité dans l'abord de... Enfin, ici, quoi, c'est très complexe. On a déjà... Oui, mais comme tu dis, Macha, les titres c'est important, mais tu le sais bien, c'est que Gilles était aussi un poète. Oui, donc les mots vont avec comment dire, l'écriture va avec la peinture. Ah oui. Alors, ce rouge, ce mauve, c'est un travail à l'huile. Tout à fait. À l'huile, et on est là sur des supports, j'allais dire pauvres, au sens où oui. Lui, il n'a pas toujours eu les moyens voilà. d'être sur des toiles. Là sont les damnés qu'on regarde. Mais c'est pas que aussi une question de moyens, c'est une question de rapidité, de spontanéité, puis de mode de vie, parce que c'est quelqu'un qui se déplaçait. Moi, je crois que il a été dans l'errance beaucoup. On sent beaucoup de mouvement. Oui, c'est vrai. Dans ces toiles, et ce mouvement, c'est aussi quelque chose qui correspond à son mouvement intérieur, oui, mais aussi son mouvement physique. C'est vrai, et c'est vrai aussi qu'une bonne peinture bouge. Tout à fait. Et donc c'est intéressant parce qu'en effet, quand on regarde ces peintures et quand on vient avec elles, elles bougent. Alors bien sûr, ça ne s'est Elle bouge parce que le regard ne peut pas tout appréhender. Exactement. Dans ces peintures, on a la couleur qui est lue en premier. C'est vrai. J'ai l'impression. Ensuite, si on détache, on voit qu'à chaque fois, on a du noir qui intervient pour construire, j'allais dire, le récit. C'est exact. D'ailleurs, beaucoup font référence en effet à une sorte de travail de vitrail. Oui. On pense effectivement ce noir qui vient border, mais en même temps, il ne borde pas complètement. Et pas toujours. Voilà, donc il laisse cette peinture, elle vient comme en mouvement, travailler, elle bouge, et ensuite on rencontre le trait. Et là, nous avons justement l'archange flamboyant, comme tu disais. Oui, je venais de filmer l'archange flamboyant qui reprend en effet, comme tu dis, le thème du vitrail aussi d'une certaine façon. Alors moi, ce qui me frappe aussi, c'est comment le noir organise un tableau. C'est vrai que la caméra fait son chemin, mais ici, par exemple, c'est un noir qui vient à la fois, les traits sont plus marqués, et c'est une toile de désespoir. Oui, d'ailleurs c'est tout à fait exact puisque c'est le désespoir de la gogo dancer. C'est ça, elle se tourne, elle est double en même temps, puisque on a deux personnages quand même. Tout à fait, oui. Et comment à la fois ils peuvent disparaître dans ces toiles, les personnages, il faut les chercher, et d'autres fois ils deviennent doubles. C'est vrai, oui. C'est-à-dire que la même personne, là c'est un désespoir, c'est elle des deux côtés. Ça peut.
Pourquoi pas? Ça peut, tout à fait. Parce que c'est le Je désespoir. suis assez d'accord, Voilà. c'est une bonne interprétation, oui. Donc le noir, ici dans l'ensemble de cette pièce, c'est vrai qu'on va avancer parce que l'exposition est très riche. On était dans une palette plutôt rouge. Tout à fait, qui Voilà. correspond plus à ce qu'on appelle la palette rouge, puisque l'œuvre de Gilles, qui fait l'objet d'un catalogue raisonné, Oui. est divisée en plusieurs palettes. Il y a la palette rouge, la palette bleue, la palette verte, la palette jaune, la palette violette, la palette brune, la palette Oui. arc-en-ciel. Et enfin, il y aura une palette érotique avec les rabelaisiennes, donc ça fait référence au château de Tours et à Tours où nous sommes, Oui. et où Gilles a vécu. Et il y aura aussi bien sûr la palette d'art sacré, comme on le verra à la fin, avec l'art sacré qui a Oui. aussi peint Gilles. Notre dernière conversation était effectivement dans ce rapport entre Rabelais et le mystique. Tout à fait, l'érotique Voilà. et le mystique. Aujourd'hui, moi, je suis plus saisie par la présence de la toile. Alors, on a ici, on est toujours sur un support. Celle-ci, c'est une huile sur papier marouflé sur Oui, toile. c'est ça. Hein. On sent déjà la différence du support. Et qu'est-ce qui fait. On pourrait la lire sans sujet, je vais dire. Et puis après, le sujet, pourtant, on ne voit plus que ça, cette femme bleue qui vient s'imposer. Alors, arrêtons-nous Et sur en les même femmes, temps, quand même. c'est soi-disant la femme nue en bleu, mais ce n'est pas la femme du tout nue en bleu, le véritable sujet. C'est le petit nu jaune à gauche. Et oui. Et c'est tout Gilles, c'est-à-dire que Exactement. c'est pour entrer dans son univers, il faut un deuxième, pas un premier. Au premier regard, on ne voit pas le sujet, on ne voit pas, et au deuxième regard, ou au troisième regard, on en voit. Mais sa peinture joue sur le déplacement. Il nous déplace à chaque fois. C'est une Il bonne y a idée. le mouvement, mais il y a aussi le déplacement. Et justement, cette problématique de se déplacer dans la société, c'était quand même aussi une problématique qui lui était. On peut aussi le voir comme ça, tout à fait. Et là, c'est un peintre autodidacte. oui, et là Raoul Oui. nous filme ce merveilleux petit jardin des délices, qui était un prémisse à ce que l'on verra après, qui est le grand jardin des délices. Et ça, c'est une œuvre, une huile peinte sur carton à bouteille, parce que quand il n'avait vraiment rien pour peindre, il prenait des cartons à bouteille. Et c'est un tableau qui a beaucoup souffert, puisqu'il a été mis dans des hangars à pourrir pendant de longues années. Et malgré ce mauvais traitement, comme dans la vie de Gilles, on voit que la peinture a survécu et qu'elle est toujours magnifique. Elle est toujours Alors, là. c'est une peinture de la chair, Oui, de l'incarnation. tout à fait. Je crois Et que là, l'incarnation, puisqu'on a ce côté mystique, on peut vraiment l'utiliser. L'exposition s'appelle Passion, mais on a quand même la passion et de la peinture et la passion de l'incarnation de ce corps qui est présent, ce corps féminin, et la passion de sa vie. et la passion de Sa vie. Donc Passion fauve, et là, Raoul Sangla filme le grand jardin des délices, qui est une huile sur toile, qui est restée, qui est des années 80, et qui est restée roulée pendant quelques années dans son atelier de Tours d'ailleurs, Oui. et que j'ai eu la chance de vivre avec depuis 1985. Donc c'est effectivement Gilles Cormery est né à Tours. À Saint-Symphorien, qui est maintenant intégré à Tours, qui est la banlieue de Tours, tout à fait, et Voilà. il est mort à Tours aussi. Et ce qui est touchant, c'est que quand Monsieur Christian Favreau, voilà, a retrouvé dans cette toile quelque chose de Tours quand même. Il a tenu, enfin ça tient à lui qu'il soit là. ah oui, mais Oui. c'est surtout ce que j'ai trouvé de très touchant. D'abord, c'est que je ne connaissais pas du tout, il ne me connaissait pas, il ne connaissait pas Gilles. Ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est de rencontrer au service des expositions de la ville de Tours, de la mairie de Tours, une personne qui aime la peinture. Et je lui ai montré juste 10 photos des tableaux de Gilles, et il a regardé, vraiment scruté attentivement. Il m'a fait penser à Pierre Granville, qui était un de mes grands amis, qui a donné 4 donations à la France et qui a découvert le premier, Nicolas de Staël, qui a acheté Nicolas de Staël quand personne ne l'achetait, notamment qui a découvert un Georges de Latour. Oui. Et donc j'ai vu que ce monsieur, il aimait vraiment la peinture. Et c'est vrai que les vrais sujets des tableaux de Gilles, c'est la peinture. Ah oui, Parce oui. que le vrai sujet, c'est la Ah oui, peinture. mais c'est que la C'est-à-dire peinture. Ouais. Comment les couleurs cohabitent, comment elles s'interpénètrent. Oui, ça c'est la Et Renaissance comment des sens. elle crée effectivement. Là c'est la Alors ça, Renaissance des la sens au Renaissance des sens. printemps, Oui. qui fonctionne en fait, si l'on peut dire, c'est comme un duo dans le duo aussi, avec une autre œuvre qui est juste là à droite, que M. Favreau a mis à droite, qui est Le printemps, femme en fleurs.
Alors, il a choisi ce mot de fauve. C'est vrai que c'est une peinture qui pourrait faire référence au courant fauve dans la peinture, mais je trouve qu'il est assez inclassable quand même. Oui, parce qu'en même temps, c'est très contemporain. C'est-à-dire que d'abord, on le voit bien avec... pour moi, c'est une œuvre tout à fait classique, mais quand je vois le regard de certains critiques d'art ou de certains spectateurs, je réalise qu'il n'est pas si classique que ça, ou c'est un grand classique, mais en devenir. Il plaît beaucoup, en fait, les collectionneurs sont des collectionneurs qui ont généralement moins de 50 ans. Ils sont habitués à avoir une autre forme de peinture, plus brutale, plus crue. Oui. Le terme de classique est peut-être pas tellement approprié. Je trouve que c'est une peinture qui est vraiment dans la peinture. Ah oui, c'est ça qu'elle a de classique. Ah oui. C'est-à-dire que c'est ce travail des rapports de couleurs, de traits, de formes, de courbes. Oui, et de couleurs improbables qui fonctionnent très très bien. Voilà. C'est ça qui est merveilleux. Et c'était pareil dans ses poèmes. Et cette dissociation du trait et de la couleur. Il y a une dissociation qui nous force à une lecture différente, mais en même temps, elle ne nous l'impose pas la lecture. Tout comme ses poésies. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait passer à côté. Tout à fait, mais là c'est la fellation en jaune, vous voyez. Et en fait, on peut tout à fait passer à côté et ne voir que de la nature. Belle sirène, il y a quelque chose de pervers dans ton œil vert, belle sirène au doux sourire. Caprice, renonçade, tes amis t'envolent de moi. Mais jouais-tu plus bas que terre ou plus haut que ton joli nom, demoiselle au long col, brune éparpillée? Le printemps est passé par là, offrant 1000 fleurs au trépas des amourettes. Alors on a quitté la palette rouge là, dans cette salle. Oui, là on était dans une palette était plutôt dans verte. une salle plutôt de tonalité verte. Bucolique, oui. Et on peut dire qu'il y a beaucoup aussi l'élément floral quand même. Oui, tout à fait. Qui intervient tout à beaucoup fait. Et qui est lié quand même au thème de la femme. Tout à fait. Là c'est violette, romantique violette, si romantique violette. Parce qu'il y a aussi une très belle palette violette. Avec ce qui touche quand même, c'est que cette envolée, elle fait partie du geste et elle sollicite l'évocation de la fleur, de la femme, de l'effeuillage. Effeuillage d'ailleurs c'est un terme qui est utilisé par lui dans... Oui, et qui est aussi un terme bien sûr que l'on connaît pour les stripteaseuses. Hein. Ah. Parce que l'effeuilleuse c'est la stripteaseuse, mais qui en même temps, qui s'appelle aussi le cœur de la fleur. Bon, et je crois que des fois, dans son désarroi de vie, il a été très accueilli par les femmes. Très aimé, et il les aimait en retour. Et il a rencontré des femmes très généreuses, dans le sens qu'elles n'étaient pas généreuses matériellement, mais elles l'ont accueilli, elles se sont occupées de lui, elles l'ont aimé. Ils sont aimés jusqu'à ce que la vie les sépare. Oui, donc la peinture, si elle est là aussi, c'est de l'huile, regardez ça. Oui, c'est magnifique, dit une dame, mais effectivement. Et ça, c'est un merveilleux petit tableau où là aussi on ne voit rien. On croit qu'il n'y a que des gris bouillards, comme disent certains. Oui, ou et des petites feuilles qui volent. Voilà. Et c'est l'automne, voilà. Petit nu dans mes rêves arc-en-ciel. Et en fait, le personnage principal est un tout petit nu qui est situé au milieu de la toile là, voilà, et qu'on peut en effet manquer du regard. Oui, parce que ces touches qui font penser à des feuilles d'automne, effectivement, sont là comme une pudeur par rapport à ce petit nu. Il l'habille d'une certaine façon. Oui, on peut très bien l'interpréter comme ça. On pourrait dire que la peinture est crue, et en même temps, moi j'y trouve une pudeur. C'est-à-dire que j'y trouve quelque chose qui nous permet d'échapper à une crudité qui serait là gratuitement, qui serait là... Et justement, là, nous sommes... Raoul Sangla filme les 3 dernières toiles qu'il préparait pour l'exposition de l'an 2000, qui était prévue donc, pour l'ouverture du XXIe siècle. Et ce sont les 3 dernières rescapées de cette grande exposition, dont toutes les œuvres sont maintenant éparpillées. On ne sait pas où. C'est sa dernière muse qui les a, et donc nous aimerions beaucoup les retrouver. Là, tu es d'accord avec moi que le trait, il est davantage construit. Et on est toutes les 3, là, les 3 dernières toiles, on est quand même dans une élaboration plus... Comment dire ça? Le trait,
s'impose davantage, alors qu'ici C'est exact. on a des couleurs Voilà. qui laissent se mélanger librement pour laisser apparaître la figure. Ici, la figure, elle est davantage construite. Et d'ailleurs, on voit l'autoportrait de Gilles. Là, c'est sa muse assassine. Je crois que les autoportraits occupent une place. D'ailleurs, ici, on n'en verra pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, Il y en a ici, quelques-uns. et c'est intéressant parce qu'ils sont très divers en fait. Hein. Oui. Ce n'est pas une thématique qu'on va retrouver, copier, etc. Non, Oui, non. il introduit ici un cercle, voilà. un cercle Voilà. vraiment. Alors... Comme dans un miroir. Oui, oui. Comme dans un miroir. Et là, c'est une magnifique œuvre qui m'est très chère. Là aussi, on peut absolument ne rien voir. Et en fait, c'est magnifique. Ça s'appelle Iris, mon amante arc-en-ciel et les feux follets. Et si l'on regarde plus loin, on voit une magnifique femme avec un magnifique buste. Et ça, c'est vraiment typique. Ça, c'est vraiment Gilles Cormery. Sa façon de nous obliger à deviner. Oui. Ça, c'est justement, ça fait partie des toutes dernières qui correspondent plus à ce qu'on a vu les trois dernières. Voilà, Celle-ci aussi était préparée, donc est une rescapée de la grande exposition du XXIe siècle. Et c'est Guerrière solitaire. C'est un hommage à sa mère. Et ça s'appelle Bleu, blanc, rouge, sang. Ça, c'est la forêt mystique. Car Gilles, même s'il était comment dire, rabelaisien, était aussi très mystique. Voilà ce qu'on avait évoqué, mais pas d'une façon sectaire. Il était ouvert à toutes les croyances mystiques, aussi bien l'animisme que la chrétienté. Là, on le voit, mais ça pouvait aussi bien être hindouiste. C'était pas important. Ce qui était important, c'était l'esprit. Lui, il a toujours peint. Il ne pouvait vivre que... Oui, la peinture, l'écriture, Oui. le dessin aussi, mais surtout la peinture. Voilà, là on est sur des cartons où c'est où il laisse du blanc. Voilà. Alors ce blanc, est-ce que c'est un blanc parce qu'il n'a pas... Non, Moi non. j'ai l'impression que c'est un blanc construit. Complètement. justement. Donc on Voilà. voit bien d'ailleurs. Là, c'est une magnifique. Il joue dans la palette ce blanc. Complètement. Ça, c'est l'ivresse, Belle de mes nuits bleues. Et c'est un duo, c'est-à-dire qu'au dos, vous avez aussi une magnifique peinture. Parce que faute de moyens, il le faisait, mais c'est pas seulement ça. C'est qu'en fait, on a très souvent un duo où d'un côté vous avez le noir, le sombre, et de l'autre côté vous avez la légèreté, la lumière. Ça c'est aussi... Gilles était quelqu'un à la fois très joyeux et à la fois pris dans des difficultés De la vie. de la vie. Mais étant plus fragile, les difficultés s'avéraient plus grandes. Alors voilà quand même dans cette série des femmes, on en a vu une tout à l'heure, on ne s'est pas arrêté de la même façon, mais je trouve que ça vaut la peine de s'arrêter Oui. là, parce que c'est à la fois très construit. C'est le plaisir. Elle s'appelle le plaisir, la goulue. Oui, et alors là quand même il nous fait voir, et en même temps on a toute cette arrière qui est qui n'est pas une arrière. C'est la intérieure. femme-femme, c'est la femme-femme et qui est à, quelque part dans l'esprit aussi de celle que l'on a vue tout à l'heure, qui est l'effeuilleuse. Qui est... Oui, mais on est dans l'esprit des vitraux. Oui, c'est intéressant. Oui. Voilà, c'est la femme et avec dans son pourquoi pas. érotisme, et on est quand même dans cet esprit des vitraux avec le noir. Oui, c'est intéressant. On passe à des peintres comme Moreau. Bon, Tout à fait. J'essaie de pas Mais c'est faire de vrai. référence parce que je trouve qu'il s'impose dans sa singularité. Oui, parce qu'il n'était pas dans une, comment dire, les classes ne l'intéressaient pas. Non, ça Voilà, l'intéressait du tout. pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'était juste peindre. On vient de voir des chats, mais Et ça, c'était l'autoportrait au chat, parce qu'on voit Voilà. Gilles ici. Il est derrière. Il est caché derrière son chat. Il s'est donné un visage de chat un peu. Voilà, il est Voilà. caché derrière son Il s'est chat. donné un Et en visage. effet, si on ne regarde pas, on ne voit pas que Gilles était là. Oui. Et il adorait son chat, et donc c'était l'ami des enfants et des animaux. Oui, Il était un innocent. Mais derrière tous, on en voit plein, on voit. Voilà, Il n'y en a absolument. pas qu'un seul. Voilà. Il y a une surpénétration, une interpénétration Toujours. des visages Tout à fait. et des figures. Et des sujets. Et là, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et en plus, ce qu'il y a de merveilleux, là, c'est la Belle de nuit, qui est en fait, là aussi, c'est un tableau où on ne voit pas la belle. Oui. On ne voit pas, on ne voit rien. Oui. Et puis en fait, en le regardant, en prenant le temps, en reculant, en s'avançant selon la personne, on voit une magnifique femme vue de dos, Oui, oui. et c'est la Belle de nuit. Bien sûr. Mais alors là, on a une utilisation du blanc, qui n'est pas du tout le blanc Très du différente. carton, très différente, où là, il a vraiment
pris un blanc actif, quoi, hein, un blanc qui vient... Et au dos de cette belle de nuit, c'est ça qui est intéressant aussi, vous avez l'opposé, vous avez le printemps. Oui, mais la belle de nuit, elle n'est pas toute seule, parce que derrière, on en a une autre, on en a une autre. Ici, on a un visage. Ah oui. Ici, on a un ciel bleu. Enfin, Voilà. Et là, et de la même façon, comme dans Belle de nuit, là, ici, c'est la frayeur. Et en effet, au début, là encore, on ne voit rien. Et en fait, au milieu, vous avez cette tête magnifique qui est donc, qui exprime la frayeur. Et comme vous le disiez très justement, on peut voir, comme dans Belle de nuit, l'interprétation des personnages, enfin, l'interpénétration des personnages. Ah, oui, c'est très... Et on a le cri en haut à droite. Donc oui. toutes les expressions de ce que peut être la frayeur qui s'entremêlent. Comme s'il avait devant ses yeux aussi le temps qui venait se superposer les uns aux autres dans ces personnages. Des temps différents aussi. On a des visages différents, mais on a des tempos différents dans les toiles. C'est vrai, oui, c'est vrai. L'immobilité, la femme qui derrière est en train de bouger, on peut imaginer se laver ou autre. Enfin, on a un bout de rivière, on a des temps différents qui viennent pas se court-circuiter justement, au contraire, oui, des univers parallèles mais qui vivent ensemble. Voilà. Et là, c'est qui nous laisse une grande liberté du regard. Absolument. Mais c'est le but de la peinture, nous faire rêver, ou nous faire imaginer. Oui, mais aussi, le but de la peinture, c'est aussi quand même de donner une représentation d'un réel, enfin de proposer une représentation. La mère nature, justement, dans le Sangla, elle nous propose ça. Voilà, oui. il nous propose une interprétation de la mère nature, de la nature. Ce fameux mythe de la mère nature. La danse, la joie de jeunes filles qui dansent. Là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment le mouvement. Oui, puis on sent que la peinture, c'est vraiment son sujet. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'application tout à fait d'une représentation. Tout à fait. On est dans l'élan pictural. Tout à fait. Camée trompeur, les visages des femmes, enfants grandis dans la tourmente, envolés lucides et apitoyés dans les chemins creux, les fondrières effondrées, au creux des églises de campagne. Esprit altier, vindicatif, enfanteur de mots captifs, menuet d'Isère, enfance trompeuse, cavalcades absurdes vers un monde inventif. Ce qui m'interroge là, au fur et à mesure, c'est que ces regards sont toujours vides. C'est-à-dire, non pas vides d'expression, mais ils sont clos, l'œil n'est pas représenté. L'œil, il est très présent, justement, très présent, mais il est, comment dire, il est évidé d'une certaine façon et évident. Évidé et évident, les deux. Et donc, tous ces tableaux, où l'œil est fermé, où l'œil... Celui-là est magnifique parce qu'ils sont peut-être en effet comme ça, mais celui-ci, par exemple, c'est le chagrin d'automne. Et tu parlais d'œil, machin. Oui. Et c'est une larme sur sa joue. Et en fait, oui, typique d'un tableau de Gilles où on ne voit rien. Et puis ensuite... on ne voit rien sauf si l'on regarde. Sauf si l'on regarde. Et si l'on regarde, on réalise en fait la profondeur de cette... Oui, de cette et donc je me demande si ces regards un peu évidés et évidents sont pas là pour évoquer ce monde intérieur qui quand même oui, complètement, parce que là était un monde intérieur très riche et qui avait du mal là aussi à être dans l'expression. Regarde, là aussi, on a des taches, les regards, ils sont... Moi, je les trouve très expressifs, au contraire, oui, notamment... Mais ils sont expressifs dans tout le visage, dans ce tableau Mémétisme et délices, la femme de droite est absolument magnifique, avec cet œil vert. Oui, tout à fait. Et en fait, en effet, là encore, on pourrait ne rien voir, hein, parce qu'elle n'est pas évidente, c'est pas... Non, voilà. Oui. Et en fait, après, quand on regarde vraiment... Après, c'est complètement évident. Voilà. On doit bien vivre avec ces tableaux. C'est-à-dire qu'avec le temps, on doit les habiter. Oui. Mais y rentrer presque physiquement.
Parce que Et je vais te dire une chose, pourtant ça fait 27 ans que j'ai une galerie à Paris, que j'ai exposé peut-être, je fais 300 expositions, mais c'est ça qui est assez drôle, c'est qu'il y avait des tableaux, quand je mets un Gilles à côté d'un autre tableau d'artistes formidables, hein, pas des très bons artistes, hein, ils bougent là, et donc les autres à côté semblent morts. Donc c'est pas évident à accrocher ensemble. là, il utilise le terme d'obsédant dans son titre. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'au fur et à mesure, il est obsédé par d'autres visages qui viennent. Ben, comme ici, Raoul filme une œuvre d'ailleurs que je n'aurais pas osé montrer, c'est Christian Favreau qui l'a choisi, et qui est importante parce qu'elle s'appelle Deux enfants perdus. Et là encore, les sujets, c'est les deux petits-enfants au milieu, à droite, qui sont perdus dans le monde. Voilà. Et ensuite, on a un plan différent. Il y a des... Voilà, ce sont les adultes, le monde, voilà, la mer. La mer, oui. Ça, c'est une petite merveille que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le Petit Chaperon Rouge, et qui est magnifiquement peint. Titre étonnant, parce qu'on n'est pas dans le... Enfin, on pense à tout sauf le petit chaperon. Oui, mais c'est un petit enfant avec un chaperon rouge. Voilà, d'accord. Simplement. Mais tu vois ce que je dis du regard, il est suggéré, enfin il est intérieur ce regard. Oui. Oui, les yeux sont clos, donc. Oui, les yeux sont... Il regarde vers le bas, Ça c'est, là encore, c'est une œuvre que j'aime beaucoup parce que c'est le feu du soleil, le feu du soleil d'été. Et en fait, parce que c'est dans la palette jaune et c'est le feu du soleil de l'été, et en fait le sujet, ça s'appelle la jalousie, et le sujet principal, c'est la femme à droite, qui exprime justement dans son regard, qui est tout à l'heure, justement un regard. Voilà, c'est le regard de la jalousie. Et c'est le regard de la jalousie, effectivement, elle a un regard, oui. Ouais. Tout à fait. Parce alors, que tout à l'heure, une larme sur sa joue, oui. c'était en effet un œil qu'on pouvait, comme tu le disais, paraître vide, mais en fait c'est vraiment l'image, l'œil de la tristesse. Oui, mais ici, tu vois, on a cet œil aussi. Mais là, on a un vrai regard. Voilà. Et ça, c'est le feu de l'été, hein, parce que le personnage, Gilles, en fait, il y avait aussi beaucoup de personnages mythologiques. Hein, parce que, comme tu disais tout à l'heure, il a beaucoup peint, dans le peu que j'ai, hein, beaucoup d'œuvres qui représentent la nature, et il n'oubliait jamais les esprits de la nature. Ils étaient là, oui, toujours. C'est une nature incarnée. Toujours, toujours. Ce n'est pas une nature morte. Hein. Il n'oublie pas les faunes. C'est une nature incarnée, oui. Il qui bouge, comme tu dis. Mais, alors là, Christian Favreau a fait un formidable accrochage. Je n'aurais pas pensé à présenter les choses comme ça. Il a présenté une des chapelles de Gilles, puisqu'il a fait 4 chapelles constituées de 9 vitraux chacun, que l'on appelle chapelle vouée à Saint-Michel, et on verra, il y a une peinture ici qui représente Saint-Michel Archange. Du coup, en introduction, il nous met une Aimez-vous les uns les autres. Voilà, qui nous donne un peu son parcours et sa vision. Sa vision du monde voilà, de la religion qui, même il s'intéressait aux religions. Alors ici, l'interpénétration, on a le Christ. On a ce personnage. Qui est l'Inquisition et qui en même temps le prêtre. On a celui-ci qui est celui qui en devient fou. Absolument. On a la femme. La sorcière. La femme que l'on accuse de sorcellerie parce qu'elle a de l'esprit. On a l'homme crucifié. Le sacrifice. Le sacrifice. Et là, tous les plans, ils avancent et ils reculent. Ils avancent et ils reculent. On ne sait plus lequel. Bon, quand même, ce personnage est central. Oui, oui, c'est le prêtre. C'est en noir. Enfin, c'est le prélat. Hein, peu importe la religion, c'est le prélat. Ça introduit effectivement à toute cette série de vitraux que je trouve effectivement très... Et là, Raoul Sanglab filme les ondes. Et là, ce magnifique tableau qui s'appelle Le Jardin de Tulipes. Voilà. Alors là, le thème de la fleur, et on retrouve bien tous ces traits qui entourent les femmes tout le temps. Oui. C'est quelqu'un qui est dans l'élan et pas du tout dans la référence. Jamais. Oui, c'est normal, c'est la vie. Oui. C'est la vie. C'est normal, mais c'est tout un art. C'est une respiration, tu l'as dit la dernière fois. N'oubliez pas de rire, humble mortel, folles entendeurs de salut commun. Les temps reculent lentement vers le néant escarpé qui les engloutira.
néant phraseur, néant canaille, dispensateur de terreur et de mort violente, appétence imbécile pour le mal d'être, dans les tréfonds, les abîmes pensifs où vivent les hommes. La défaite signe de son nom ravageur, oubliant le meilleur pour le pire, dilapidant ses forces dans un combat perdu d'avance. Les temps anciens nous parlent de leurs milliers de bouches nostalgiques, intuitives perclus de beaux esprits. Le monde agonisant, suicidaire machinalement, sans un doute sur sa survie, repu de lui-même, s'agrippant à son indéfectible bêtise, si vautrant, y éduquant ses petits, parfaits étrons d'humains, éléphantiasique horreur, farcie de certitudes, ignare de petits calculs précautionneux, jouissant de peu et pour rien. L'humble est un saint méconnu, le glorieux un pantin gesticulant et niais.